Bienvenue sur Talents Précieux, le podcast de la réussitologie, l'art des comportements de la réussite. Je suis Perrine Corvézier. Avec Amélie Dag, mon associée, nous avons créé Human Learning Expedition, le cabinet de conseil comportemental qui produit ce podcast. Talents Précieux illustre la mise en œuvre des comportements qui mènent aux réussites dans le contexte professionnel à travers le témoignage d'un invité différent chaque semaine. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et cela nous fait vraiment plaisir de produire nos épisodes pour vous. Pour nous soutenir, parlez de Talents Précieux autour de vous, partagez vos impressions sur les réseaux sociaux, suivez Talents Précieux sur Instagram. Vous pouvez également vous abonner, noter et commenter Talents Précieux là où vous nous écoutez. Ma grand-mère me disait « faudrait que tu tournes cette fois la langue dans ta bouche ». Alors au début, je la tournais pas ma langue dans ma bouche. J'ai testé vraiment sur des circonstances où je me disais là, j'ai envie de parler, mais je crois qu'il vaudrait mieux pas. Je vais tourner cette fois la langue dans ma bouche. Et je me suis aperçue que on pouvait dire les choses et il fallait les dire avec les bons mots et surtout au bon moment. Et qu'on était beaucoup plus puissant quand on le faisait comme ça. Karine Marchand est DRH. C'est la directrice des ressources humaines du groupe Altarea Cogedim. Elle dit que son rôle est de traduire la vision de l'entreprise en actions concrètes pour les équipes. Nous avons beaucoup parlé de ses interactions avec les collaborateurs, le feedback qu'elle leur donne, la confiance réciproque qu'elle attend, la proximité qu'elle essaye d'établir. Pour Karine, un collectif arrogant est un collectif qui réussit. Oui, vous avez bien entendu, arrogant et réussite dans la même phrase. Venant de la part d'une DRH, c'est surprenant. Vous comprendrez mieux ce qu'elle veut dire en écoutant cet épisode. Elle y partage également ses sources d'inspiration, ses astuces de respiration et elle explique l'importance d'être connecté à ses émotions comme à l'époque dans laquelle on vit. Un grand merci à Karine de s'être prêtée au jeu des questions de Talents Précieux avec confiance et sourire. Bonne écoute à vous tous. Bonjour Karine. Bonjour Perrine. Merci de m'accorder ce temps un lundi matin. On a été faire un petit tour, on a vu Paris vue des toits. Où est-ce qu'on est ici ? Alors ici, vous êtes au siège d'Altarea Cogedim, plein cœur de Paris 8e arrondissement. Et effectivement, au dernier étage, avec ce rooftop qui nous donne une vue extraordinaire sur Paris et avec ce ciel superbe ce matin. Canon, oui. Qu'est-ce que vous faites ici ? C'est quoi votre métier ? Alors moi, je suis la DRH du groupe depuis un peu plus de 3 ans maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire DRH ? Enfin, directrice des ressources humaines, j'imagine, mais c'est quoi votre quotidien ? C'est quoi vos enjeux, vos responsabilités ? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit ? Évidemment, j'ai essayé de réfléchir à cette question depuis plusieurs jours. Et en fait, c'est un métier de responsabilité, c'est un métier de plein de choses. Et en fonction de comment on me pose la question, ou qui me pose la question, j'ai pas forcément la même réponse. Mais je dis parfois que mon rôle, c'est de traduire la pensée du dirigeant en actions concrètes, ressources humaines. Pourtant, on parle la même langue, on parle tous le français. Ici, c'est notre langue de travail, mais ce sont des visionnaires et donc à travers ce que je sais du business, ce que je sais de ce que j'entends au comité exécutif, ce que j'entends du président, je me dis ça veut dire qu'il faudrait qu'on agisse comme ça ou qu'on mette en place tel type de choses pour que nos collaborateurs soient en mesure de s'adapter à ce que va être le futur qui est en train de s'écrire dans l'esprit du président. Ça, c'est une grosse partie de mon job. Une grosse partie de mon job, c'est de mettre l'énergie, le dynamisme sans faille dans l'équipe. Il faut que j'arrive le matin avec toujours la pêche. Parce que si moi je l'ai pas, l'équipe l'aura pas. Ou l'aura pas de la même manière. Ça, c'est aussi... Parce que moi, je produis pas, en fait. Je produis plus.
Quand je dis produire, j'écris plus ou très peu. Mais je lis, je suis amenée à lire beaucoup de choses et puis je suis amenée à transmettre là aussi, à donner la direction et la vision RH de ce qui, je pense, de ce qu'il faut faire, ou en tout cas de le discuter avec les équipes parce que je décrète pas toute seule, mais j'explique ce que j'ai compris et on en fait quelque chose ensemble. Et après, j'irai un troisième volet qui est avec les collaborateurs, qui est alors j'aime pas dire donner du sens, parce que donner du sens, on a toujours voulu du sens, mais peut-être donner des repères. Le cadre, c'est pas très sexy de le dire comme ça, mais des repères. Qu'est-ce que je peux faire dans l'entreprise? Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois me comporter? Qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je ne peux pas dire? Parce que je suis dans un collectif avec des règles. Elles me plaisent pas, mais il y a des règles. Et une partie de mon métier, de mon quotidien et de mes missions, c'est de transmettre ces règles. Concrètement, ça se transmet comment des règles comme ça? Comment est-ce que vous transmettez le cadre aux équipes? L'exemplarité, la façon dont moi j'agis. Je me suis aperçue que je suis toujours en représentation de ma tenue vestimentaire aux propos que je tiens, la façon dont j'agis et j'interagis. Donc ça, c'est un point particulier. Je dois être cohérente. Le métier de DRH, c'est un métier très incarné, il me semble, et qui met de la cohérence. Et donc, si je demande d'agir d'une manière qui n'est pas appropriée à celle que j'utilise, ça me paraît pas hyper probant. Donc, l'exemplarité, et puis les échanges. J'ai la réputation d'être... alors, ceux qui aiment pas trop, ils disent cash. Ceux qui aiment un peu plus, ils disent transparente. En tout cas, je leur dis souvent, si tu me poses une question, attends-toi à ce que je donne la réponse que je pense. Pas celle nécessairement que tu veux entendre, y compris au strates au-dessus. C'est un peu dangereux parfois de me poser une question parce que vous risquez d'avoir la réponse que j'estime être celle que je pense. Alors quand je dis dangereux, c'est pas dangereux, mais si vous n'avez pas envie d'entendre la réponse, vaut mieux pas la poser. Donc voilà, je partage ça. Je dis souvent, c'est pas facile de recadrer quelqu'un. Ce terme est pas beau non plus, mais de dire à quelqu'un quand c'est pas bien. Alors on est très français, donc on dit plus facilement quand c'est pas bien que quand c'est bien, mais de dire à quelqu'un quand c'est pas bien. Et souvent je rajoute plusieurs choses. Que je les aime, y compris les collaborateurs. Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert dans cette entreprise. Il fallait que je leur exprime que je les appréciais. Donc pas une DRH robot, mais une DRH qui a des sentiments envers ses collaborateurs. Et deux, que ce que j'allais leur dire, même si c'était pas agréable à entendre, c'était évidemment pas agréable à dire non plus, mais c'était un cadeau. Alors c'est compliqué à admettre, mais si je prenais le temps de leur dire ce qui n'allait pas, dans le monde de l'entreprise dans laquelle nous sommes, peut-être que ça irait très bien ailleurs, mais en tout cas pas ici, c'est que j'avais confiance en eux et que j'avais confiance en eux, que je pensais qu'ils avaient confiance suffisamment en moi pour que je puisse me permettre de leur dire. Et que j'avais confiance en eux. C'est-à-dire que je me sentais autorisée à leur donner un conseil, une piste qui leur faciliterait leur quotidien sur un plan relationnel avec leurs collègues. Où est-ce que vous l'avez appris, cette capacité à donner du feedback positif, négatif, à être transparente et alignée avec vous-même? Vous l'avez toujours eu ou? Je crois que je suis née avec ça quand même. Ma grand-mère me disait il faudrait que tu tournes cette fois la langue dans ta bouche. Alors au début, je la tournais pas ma langue dans ma bouche et je me suis j'ai testé vraiment sur des circonstances où je me disais là, j'ai envie de parler, mais je crois qu'il vaudrait mieux pas. Je vais tourner cette fois la langue dans ma bouche. Et je me suis aperçue que on pouvait dire les choses et il fallait les dire avec les bons mots et surtout au bon moment. Et qu'on était beaucoup plus puissant quand on le faisait comme ça. Donc ça me vient dans mes gènes, je pense, ce côté transparent, dire les choses. Je suis une timide à la base,
Donc je pense, beaucoup économisé en paroles, plus aujourd'hui. Et je pense que ça fait partie du personnage. Et voilà, et je l'ai cultivé pour aujourd'hui l'utiliser à bon escient. Ça sert à rien de penser détenir la bonne posture si on le balance en fait au moment où la personne en face n'est pas en capacité de le recevoir. Et je l'ai cultivé donc au fur et à mesure de ces 20 et quelques années d'expérience professionnelle. Et puis ce qu'on m'a renvoyé aussi, ou ce que mes enfants me renvoient, mon environnement me renvoie au quotidien. Moi, j'ai eu la chance de toujours partager ma vie avec des gens qui m'ont pas laissé me prendre la grosse tête. C'est-à-dire, certes, j'ai eu des responsabilités très tôt, et en même temps, t'es juste comme tout le monde, quoi. Et ça, c'est important parce que le DRH, il doit rester. C'est une vision de ma part aussi, mais il doit rester connecté avec la vraie vie. Paris 8e, dans l'immobilier, on n'est pas toujours dans la vraie vie. On est dans une vie assez protégée professionnellement. Et on peut vite penser que tout le monde vit comme nous, ou que l'environnement dans lequel on est aussi bienveillant. Je pense pas. Comment est-ce que vous vous confrontez à la vraie vie, du coup, hors Paris 8e ? Alors, moi, je fais partie de celles qui prennent les transports en commun, déjà. Je prends pas la voiture, donc je pratique le train, le métro. Je dis pas que ça fait partie du oui, si, ça fait partie de la vraie vie quand même, parce que vous côtoyez à la fois des cols blancs, pour reprendre cette horrible expression aussi, des gens comme moi, et qui portent des grosses responsabilités. Puis à côté, vous avez des gens qui font la manche. Vous avez, en fonction des heures, vous voyez que c'est pas tout à fait les mêmes populations qui circulent. Et voilà, donc ça fait déjà partie de ma façon de rester connectée et au monde environnant. Il y a combien de collaborateurs ici ? Est-ce que vous les rencontrez tous ? Vous allez en province les voir ? Est-ce que vous vous déplacez ? Alors, je vais pas assez les voir. Et la semaine dernière, qui a été une semaine assez pénible, je dois le dire, un de mes collègues du COMEX me dit hey, « Karine, faut que t'ailles sur le terrain, quoi. Va sur le terrain, tu verras, c'est ta soupape. » Il dit « C'est la mienne. J'y vais au moins une fois par semaine. » C'est un peu plus son job encore que le mien, mais il me dit « Faut que tu fasses ça. Hein. Faut rester connecté, en fait, effectivement, aux provinciaux, aux régions. Enfin, c'est pas aux provinciaux, c'est à l'ensemble du corps social. Et finalement, en parlant lors d'une soirée professionnelle la semaine dernière, où les collaborateurs m'ont dit mais viens, et en plus on sera super content, toi ça va te faire du bien, et nous on sera super content de t'avoir. Et j'ai le luxe aujourd'hui de pouvoir me déplacer sans avoir d'alibi. Il y a quelques années, je me déplaçais, mais il fallait que j'ai une présentation, un truc à raconter, etc. Et aujourd'hui, j'ai pas besoin d'alibi, parce que je sais que ne serait-ce qu'y aller fait partie déjà de l'aventure et de la mission. Et deux, je suis certaine que de toute façon, j'aurai quelque chose à leur raconter. Donc c'est une façon de rester connecté à l'entreprise. J'aimerais revenir sur la première partie de votre responsabilité, qui était de traduire la vision de l'entreprise, de ses dirigeants, en action à dimension humaine. Et dans votre profil LinkedIn, vous parlez assez tôt d'innovation. Et est-ce qu'il y a un rapport, justement, est-ce que vous êtes, quand vous traduisez cette vision-là, est-ce que c'est part de l'innovation ou est-ce que c'est part de l'action classique ? Il y a une quête permanente de pas faire ce que les autres font. J'ai la chance de travailler donc pour un président, pour un COMEX, et un président qui est entrepreneur, qui a créé cette entreprise from scratch il y a 25 ans, qui en a fait une réussite professionnelle et personnelle, et qui a cette âme en tout cas cette obsession de la pérennité de l'entreprise. Et pour être pérenne, il dit il faut que l'entreprise elle bouge. Et donc moi, ce que je cherche à faire, c'est à traduire. J'exprime souvent aux équipes, créez pas par votre cerveau, créez par votre ventre, en fait. Ce que vous ressentez, ce que vous sentez être bon et juste. Donc,
on n'achète pas de catalogue. Un jour, il me dit, à l'intervalle, me dit, mais peut-être que on pourrait faire un audit sur les RH et savoir si ce qu'on fait, c'est ce qu'il faut faire. Je lui dis, alors là, vous me surprenez parce que vous n'êtes pas dans le schéma de vous comparer à ce que font les autres. Je lui dis pourquoi pas, mais en fait, le résultat n'intéressera que vous, moi pas trop, parce que je rencontre et je fais partie d'un certain nombre de clubs de DRH, suffisamment en tout cas pour savoir ce qui se passe à l'extérieur. Et puis avant 3 ans et demi ici, j'ai fait autre chose dans ma vie, dans d'autres entreprises. Enfin, j'ai pas fait autre chose, mais j'étais dans d'autres entreprises. Et donc je sais ce qui se passe ailleurs. Mais ce qui est intéressant, c'est pas ce qui se passe ailleurs, c'est ce qui se passe chez nous et comment on en fait quelque chose qui va accompagner le projet de l'entreprise et 2, permettre aux collaborateurs de travailler bien. J'ai fait exprès de pas dire QVT, j'ai fait exprès de pas dire voilà, de travailler bien, d'être content de venir le matin parce qu'ils vont voir leurs collègues et parce qu'ils vont avoir des missions responsabilisantes. Et mon obsession à moi, pour reprendre ce terme, c'est que les gens, les collaborateurs intellectuellement, utilisent leurs neurones et se fassent plaisir. Non pas là aussi pour cette notion de se faire plaisir, mais chahutent en fait leur conviction et utilisent leur cerveau. J'étais surprise quand j'ai commencé à travailler il y a 25 ans maintenant. Il y avait 2 choses en rentrant le soir où j'ai dit mais alors c'est ça le monde de l'entreprise. Je me suis dit que le temps est long. On me demande de travailler lentement. J'étais étudiante, je bossais en plus. Enfin, j'ai toujours été à la limite de l'hyperactivité. Et 2, j'ai l'impression que les collaborateurs, ils déposent leur cerveau sur leur paillasson le matin. J'ose espérer qu'ils le récupèrent le soir. Et je suis 25 ans plus tard. Et du coup, ça est resté. Et je lutte tous les jours. Et je dis, mais toi, tu penses quoi? Et toi, tu ferais quoi? Avant de me demander à moi ce que je vais faire. Moi, je peux te dire ce qu'il faut faire. En particulier à mes équipes en direct. Me laisse pas aller là-dedans. Sans quoi, moi, je vais perdre ce que ton cerveau, ta créativité, ton imagination peut apporter au sujet. Et 2, je vais te dire ce qu'il faut faire, ça va être hyper frustrant pour toi, ou alors déresponsabilisant. Donc ça m'intéresse pas. Mais je bagarre, hein. J'ai perdu des collaborateurs avec cette liberté que je leur donnais en fait. Parce c'était peut-être trop. Et étant habitué à avoir des cadres très forts, quand vous dites, mais en fait, ton cadre, c'est la limite de la vision et de la mission de l'entreprise. Mais exprime-toi, dis ce que tu penses. Avec les bons mots, au bon moment, mais dis ce que tu penses. Donc à la question innovation, vous répondez liberté et pertinence. Ouais. C'est ça? Ouais. D'accord. Et de s'en amuser. J'apprends aussi, hein, moi beaucoup, mais le côté parfait, je dois faire partie de ces schémas de personnes. Faut être parfait. Pour papa, pour maman, fille parfaite. Et mon équipe, quand je suis arrivée ici, on était un peu comme ça aussi. Alors très effacée, pas valorisée, mais puis il faut être parfait. Je dis, mais si on est parfait, on va pas réussir à faire quoi que ce soit. Donc faut viser le 80%. On vise le 150% en termes d'efficacité et de valeur ajoutée. Et entre le 80 et le 150, ça va être notre intelligence à l'instant T, au moment où on va le mettre en œuvre, sur laquelle il va falloir qu'on s'appuie, donc il va falloir qu'on se fasse confiance. J'ai une question sur l'expérience collaborateur que vous voulez. Est-ce que vous trouvez que dans votre entreprise, il y a un schéma de collaborateurs? Est-ce qu'ils ont quelque chose en commun? Est-ce que les personnes avec qui vous travaillez peut-être dans votre équipe et puis les collaborateurs de manière plus large ont un trait commun? Est-ce que vous cherchez quelque chose en particulier chez eux quand vous essayez de les attirer? Je vais aller chercher, j'essaie de me transposer en entretien de recrutement. Est-ce qu'il va sonner positivement dans mon oreille? Ce qui va sonner positivement, c'est des personnes qui se remettent en cause, en fait, où j'ai l'impression, parce qu'évidemment, en 1 heure de temps avec quelqu'un, c'est difficile, ou en tout cas prétentieux peut-être de se faire une opinion, mais enfin, c'est le jeu de l'entretien de recrutement, mais
Je vais aller, titiller le degré de remise en cause. C'est insupportable, les gens pleins de certitudes. C'est insupportable. Je crois que j'arrive à bien les repérer maintenant, et très vite, parce qu'ils m'insupportent très vite. Ça revient à une partie de la question que vous aviez tout à l'heure. Avec le temps, j'ai appris à écouter mes émotions et mon ressenti. Et si ça m'agace, je ne m'agace plus après l'autre. Je me dis, si ça m'agace, c'est qu'il y a quelque chose qui m'agace dans la relation. Donc c'est ça que je vais aller chercher, c'est la remise en cause. Je vais aller rechercher l'écoute, c'est est-ce que la personne s'intéresse à son environnement, à ce qui se passe autour, ou est-ce que là aussi, elle s'enferme dans ses certitudes. Je vais aller chercher le côté un peu rebelle. J'ai découvert ici que l'arrogance, c'était une vertu et non pas un vilain défaut. Parce que ça rend très combatif. Et l'arrogance, elle ne fonctionne dans une entreprise que si le collectif fonctionne dans l'arrogance. Et donc, un collectif arrogant est un collectif qui réussit. Donc ça, je vais aller le chercher. Et le rebelle. Le rebelle, c'est celui où je vais sentir que quand je titille, il se passe quelque chose, quoi. C'est pas une ligne, un encéphalogramme plat, c'est oui. Il a peut-être pas donné, on s'en fiche, la bonne ou la mauvaise réponse, c'est pas la question. Il a donné une réponse où je me dis, il y a quelqu'un derrière, avec une vraie personnalité, avec des convictions, qui accepte quand même de se remettre en cause, et qui va venir un peu nous embêter. Et c'est ça qui va être intéressant. L'arrogance, c'est une compétence comportementale qu'on n'avait pas dans notre liste des compétences recommandées professionnellement. Est-ce que c'est typiquement le genre de compétences et de comportements que vous allez afficher en entreprise? On avait déjà parlé de ça. Vous avez sélectionné un certain nombre de valeurs, de comportements sur lesquels vous communiquez en interne. Et est-ce que l'arrogance, vous auriez jusqu'à l'expliquer à vos collaborateurs? J'imagine qu'elle a quand même besoin d'être expliquée, cette notion-là. En fait, c'est ça, je peux pas l'écrire. Je peux que l'expliquer. Et effectivement, je le fais à l'occasion des séminaires d'intégration. Alors, pas systématiquement, puisque je parle un peu comme avec l'état d'esprit du moment. Donc, je vais pas forcément appuyer sur celui-ci, mais je vais le dire oralement. Je vais l'expliquer oralement, parce que c'est sûr que si je prône l'arrogance individuelle, société de loup. Ouais. C'est un peu le loup dans la bergerie, ouais. Et ou bien la personne qui va faire preuve d'une arrogance individuelle, elle va se faire exclure par le système. Ça, c'est à peu près certain. Mais je l'explique. Ça fait souvent sourire. L'arrogance, c'est une vertu. Moi, jamais. Puis c'est pas politiquement correct en plus de dire ça. Je sais que vous avez écouté plusieurs de nos épisodes, donc il y a une question qu'on pose systématiquement. C'est qu'on demande de raconter un succès professionnel. Donc une réussite de quelque chose qui est récent ou ancien, mais en tout cas un moment où vous avez vraiment eu la sensation, vous avez fait changer les lignes, vous avez fait la différence et vous avez réussi. Je pense que, alors peut-être la mémoire me fait défaut, mais la réussite, elle est aujourd'hui en fait. Parce que elle me permet Moi, j'interviens. Ce qui m'intéresse, c'est mon impact et mon influence. C'est pas les galons. Donc les galons, comme je vous disais, je les ai eus il y a très très longtemps. C'est très rare que je sorte les galons. Aujourd'hui, en général, je le dis à la personne qui est en face de moi. Je dis, tu m'obliges à te réexpliquer que je suis la DRH du groupe et que, en vertu de ça, j'ai un certain nombre de pouvoirs, etc., etc. Bon. Ça m'intéresse pas. Ce qui va être intéressant, c'est l'impact et l'influence. Et ici, quand j'ai des collègues du COMEX qui se mettent à parler mobilité interne à ma place, en fait, j'ai fait mon job. L'équipe a fait son job, bien sûr, mais ce que j'ai poussé a marché. Et jusqu'à aujourd'hui, je devrais pas le dire, mais peut-être qu'il écoutera pas le président, mais il m'a pas rattrapé. Donc j'ai toujours réussi depuis 3 ans et demi à anticiper ce qu'il allait me demander. Donc j'ai traduit suffisamment tôt sa langue pour qu'on ait le temps de produire et imaginer quelque chose.
Ça, je suis assez fière. Je suis assez fière de l'équipe aussi, parce que là aussi, quand je suis arrivée il y a 3 ans et demi, c'était une équipe qui avait pas sa place dans l'organisation, qui était pas reconnue. C'était pas de son fait, c'était et pas de prise de conscience au plus haut niveau qu'il y avait un intérêt à avoir une DRH forte. Et aujourd'hui, alors, on a beaucoup grossi aussi, on a beaucoup changé. Il en reste peut-être un tiers, mais qui sont vraiment embarqués. Et quand on leur met trop de cadres aujourd'hui, mais ils s'en émancipent ou ils s'agacent parce qu'ils ont appris à travailler dans l'autonomie, la créativité et le collectif. Et donc je suis hyper fière d'eux parce qu'ils m'ont fait confiance et ils se sont dit, et encore aujourd'hui, ils disent ah non mais t'es complètement dingue. Qu'est-ce que tu vas encore nous faire faire? Qu'est-ce que tu vas encore nous faire expérimenter? Mais ils sont devenus super joueurs, alors ils se disent on va le faire parce qu'on va voir, il va forcément se passer quelque chose et se passer quelque chose d'intéressant. Donc je suis fière de ça aussi. Je suis globalement partout où je suis passée, je pense que j'ai réussi à faire passer des messages et voilà. Toujours dans ce même profil LinkedIn, j'ai adoré, j'ai trouvé plein de choses passionnantes. Vous parlez d'accompagner la cité de la réussite, entre guillemets. C'est un nom que vous avez donné à un de vos projets. C'est quoi cette cité de la réussite? Alors là, c'est très très drôle parce que y a une petite anecdote en plus sur ça. Je sais pas d'où je le sors, ce truc-là, mais pour tout vous dire, on a présenté un dossier il y a quelques semaines et qu'on a écrit à 6 mains avec 2 collaboratrices. Et puis, c'est elles qui ont écrit mes missions. Au début du document, c'est les missions de la DRH et elles ont... voilà. Et je vous jure que c'est vrai. Et je dis le lendemain à l'une d'elles, je lui dis en fait, c'est super bien ce que vous avez écrit sur les missions. Je vais faire un copier-coller si vous m'y autorisez et je vais le copier sur LinkedIn. Et là, elle se marre, elle me dit, mais c'est ce qu'il y a sur LinkedIn, c'est toi qui l'as écrit. Et je suis restée scotchée. Je fais, bon, alors soit le surmenage me guette vraiment, soit, je sais pas où elle Donc c'est vraiment incarné, mais c'est tellement complètement incarné. assumé, voilà. Et donc, vous voyez, j'arrive à faire de l'arrogance sans le savoir maintenant. Et j'ai trouvé que c'était très très drôle parce que je me souvenais pas de l'avoir exprimé comme ça. Et quand je l'ai relu, j'ai dit mais ouais, mais c'est vraiment c'est super ça bien que ce que vous avez écrit, bien sûr. Et la cité de la réussite, je sais pas très bien d'où ça me... Comment j'ai été inspirée à ce moment-là. Je l'ai corrigé il y a pas très longtemps. En revanche, la cité est un mot important pour moi. Le citoyen, je l'ai déjà, je crois, dit, mais l'environnement dans lequel on vit, c'est pour moi essentiel. L'entreprise, elle peut pas se couper de ça. Et finalement, la cité managériale, la cité de la réussite, etc. Pour moi, c'est ça, c'est rester connecté au monde dans lequel on est, dans lequel on vit, à l'époque à laquelle on vit, en apportant à un collectif qui est un collectif confiné, un collectif protégé qui est celui de l'entreprise dans laquelle nous sommes. Avec des individus autonomes, vous le dites, c'est hyper intéressant. En fait, j'ai relevé des mots, je vais les dire. Autonomie individuelle dans un collectif apprenant, développer et encourager des comportements responsables, engagés et audacieux, et puis créer la carte d'identité de l'entreprise, du groupe. Très bien, très intéressant. Bon, c'est amusant de... Je connaissais pas l'histoire. Il y a une histoire derrière ces mots qui m'ont marqué. Très bien. Si on parle de la réussite, justement, le podcast s'intéresse aux réussites. Vous, la réussite de votre métier tient à quoi? Qu'est-ce qui fait que vous aurez réussi? J'aurais réussi s'ils n'ont plus besoin de moi. Alors j'espère qu'ils vont encore avoir besoin de moi longtemps. Faut quand même que je travaille les sujets pour rester indispensable. Mais je citais quand j'ai un comex qui prennent les sujets, disent c'est ça dont il faut qu'on parle et le ça est un sujet RH. Quand l'équipe va plus vite que moi ou que
quand ils arrivent, parce que je suis hyper exigeante, vous avez dû le remarquer, mais quand ils arrivent et que je dis j'ai rien à dire en fait sur ce que t'as fait, c'est super, ils disent yes, on a réussi. On a réussi. Là je dis en fait vous avez pas besoin de moi. Et du coup ça me permet moi d'aller sur autre chose. C'est comme ça que je travaille ma pérennité, mon côté indispensable. Donc pour moi c'est ça. C'est quand ils auront plus besoin de moi. Quand ils n'ont plus besoin de moi. Et que quand je regarde ce qu'ils font, je me dis waouh, l'impact et l'influence a été suffisamment et bien utilisé. Et il s'est passé quelque chose chez eux qui leur permet aujourd'hui de verbaliser et d'incarner. Parce que j'ai la chance de travailler avec des gens tous brillants, donc ils s'approprient pas les mots juste pour faire plaisir à la personne de droite ou à la personne de gauche. S'ils le font, c'est parce qu'ils en sont convaincus. Donc je suis hyper contente. Dans votre carrière, est-ce qu'il y a des personnes qui vous ont spécialement marqué par la manière dont elles travaillaient, par leur comportement? J'ai eu la chance d'avoir un papa spirituel, papa de travail. C'est assez amusant parce que ma famille et la sienne étaient conscients de ça. Ils savaient que papa avait une fille spirituelle au bureau et que mes parents savaient que j'avais un père spirituel au bureau. Il est décédé il y a quelques années et il m'a prise toute petite en fait. J'étais en stage et pour 4 mois et c'est une boîte dans laquelle je suis restée 11 ans. C'est lui qui m'a permis de devenir DRH. J'ai appris à travailler avec lui à ses côtés. Alors sur des jobs qui m'intéressaient absolument pas. Au démarrage, j'étais assistante chargée d'études. Ça veut dire que je faisais l'assistanat du DRH. Alors je me disais, mais mince, j'ai un bac+5, c'est pas fait pour faire ça. Mais je me suis pas du tout focalisée là-dessus. Je me suis au contraire, en étant à ses côtés au quotidien, j'ai eu tout son quotidien. Son agenda, ses réunions. Et parfois même, il disait, viens juste voir ce qui va se passer. Parce que lui, sa mission, c'était pas que je sois assistante. Sa mission, c'était de me former. Et inconsciemment, je l'avais compris. Donc du coup, j'ai dit banco, je vous suis dans cette aventure. Il m'a emmené après dans la suite de son parcours au sein de ce groupe. Et puis à un moment, il m'a lâché très tôt en me disant il y a un poste de DRH dans telle filiale, il faut que tu ailles le prendre. Et je lui dis c'est pas possible. C'était la filiale la plus syndiquée de tout le groupe. Moi, je savais même pas ce que c'était qu'un syndicat, à part ce qu'on m'avait appris à l'école. Mais à l'époque, je faisais du développement RH. Et 2, j'étais enceinte, donc il a su avant ma mère que j'étais enceinte parce qu'il a fallu que je lui dise pourquoi je voulais pas le job. Et j'ai été obligée de lui dire. Et finalement, ils m'ont dit, lui et le président de l'époque, il m'a croisé dans les couloirs, il m'a dit « Allez faire votre bébé, le poste il est pour vous, on vous le garde ». Et Christian, lui, il m'a apporté. Alors, il était insupportable. Je crois qu'on se ressemblait beaucoup, donc on s'insupportait assez vite. Et en même temps, je lui disais, vous êtes dans la locomotive et les autres, ils sont dans le reste du train. Je lui traduisais. Il me disait parfois, mais je comprends pas pourquoi l'équipe elle me suit pas. Alors je lui expliquais pourquoi. Je dis, vous êtes dans la locomotive du TGV et vous avez encore des wagons de Micheline à l'arrière et certains qui sont sur le quai. Et cette image, je la garde tout le temps pour éviter moi d'être toute seule dans la locomotive. Et il était hyper visionnaire. Je me disais, mais comment il fait pour voir demain? Je comprenais pas, je savais pas faire, j'arrivais pas à le faire. Et il a réussi, je pense, à me donner en tout cas un certain nombre de clés pour que je puisse les exploiter derrière. Et quelques années après, il était déjà malade. Moi, j'avais quitté le groupe. On va déjeuner ensemble. Et je me dis, ça fait aussi partie de mes convictions personnelles, mais il faut essayer de dire aux gens les choses qui nous importent quand ils sont encore là. Donc, je le savais malade. Et je lui ai dit, faut quand même que je vous dise merci parce que où je suis aujourd'hui, c'est grâce à vous. Et il me dit, mais t'as rien compris en fait. Je fais, ça y est, ça va encore me retomber dessus. Pourquoi j'ai rien compris? Il me dit, parce que moi j'ai rien fait. Tu m'as fait confiance et puis c'est toi qui as pris les risques. Si t'avais voulu rester tranquille dans ton poste, j'aurais rien pu faire. Donc c'est pas ça, c'est toi. Et c'est un message que j'essaye de transmettre aussi tous les jours en disant, moi je peux que t'ouvrir un chemin.
te permettre quelque chose, mais la prise de risque, la remise en cause, je répète ça encore, mais l'écoute, l'observation, la curiosité, c'est toi. C'est toi et toi-même. Moi, je peux te donner l'environnement et les circonstances, mais c'est ce que toi, tu vas en faire derrière. Donc, pour toutes ces raisons, même s'il est parti maintenant, il est toujours très présent dans ma façon d'exprimer et de vivre mon job. Est-ce que vous avez des personnes que vous mentorez? Alors, vous avez votre équipe que vous accompagnez, mais est-ce qu'il y a aussi d'autres personnes, des individus, auxquels vous arrivez à donner des conseils individuels? Alors, j'essaye de pas donner de conseils. Oui, d'accord, je comprends. En fait. Ou que vous accompagnez. Ouais. Parce qu'en fait, ça marche pas, les conseils. Non, je suis d'accord. C'est comme l'expérience. L'expérience, je dis souvent, ça s'explique, mais ça ne se transmet pas. Mais quand vous m'avez posé cette question, les premières personnes auxquelles j'ai pensé, c'est plutôt mes enfants, à qui j'essaie de pas donner de conseils. Pourtant, ils font jamais dans le bon sens, ou en tout cas pas dans le sens que j'aimerais. Mais finalement, ils s'en sortent très bien. Donc parfois, peut-être à la limite de la manipulation, je sais pas. C'est un mot moche aussi, la manipulation, mais c'est d'essayer de donner au bon moment des signes, des mots, renvoyer du questionnement. Récemment, ma fille, je vais pas donner l'anecdote parce qu'elle a pas plus d'intérêt, mais elle me dit, ouais, mais si t'as présenté les choses comme ça, c'est normal que tes copines, elles disent, c'était quelque chose entre elle et moi. Je lui dis, ok, alors, j'avais été très très factuelle dans ce que je lui avais répété. Je lui dis, voilà ce que j'ai dit à mes copines, et voilà, elles m'ont dit que c'était pas possible, que je pouvais pas te donner l'autorisation. Elle me dit, oui, mais tu l'as mal présenté. Je fais, ok, dis-moi comment je dois mettre les mots, dans quel sens. En fait, je lui ai renvoyé, et là, elle s'est aperçue que j'avais fait preuve d'une totale objectivité malgré la charge émotionnelle, et qu'en fait, on pouvait pas le dire autrement, mais je lui ai renvoyé. Et j'essaye de faire ça. J'essaye plutôt on dit l'effet miroir, je crois, en coaching, mais plutôt que quand je sens que ça va être quelque chose, alors je peux être sur le conseil en disant tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, mais quand c'est vraiment quelque chose où je sens qu'il va falloir que ça bouge à l'intérieur, je me dis le conseil, ça va pas suffire, il faut que je renvoie. Il faut que je renvoie ce que les propos m'inspirent ou me permettent d'éprouver en termes de sensations. Je m'écoute et je renvoie ça, où je pose des questions, où je dis simplement mais toi tu veux quoi? Et toi tu veux quoi? Pour permettre à l'autre de verbaliser et pas à moi de le faire. Vous avez parlé tout à l'heure de groupes auxquels vous appartenez, groupe de pairs, j'imagine, groupe de DRH. J'ai vu un de vos posts sur la compagnie des DRH, etc. Qu'est-ce que vous attendez de ces réseaux-là? Moi, j'attends d'aller rigoler un peu, quoi. On apprend un peu. On fait intervenir souvent des gens qui ont des choses intéressantes à dire. Je me fais souvent la remarque qu'on a autant de choses à dire nous qu'ils n'ont à nous dire. Mais ça nous rassure toujours de faire intervenir des gens qu'on pense très très super et brillants. Mais moi, je vais attendre de pouvoir partager un peu nos états d'âme, quoi, parce qu'un DRH, ça a beaucoup d'états d'âme. Et de pouvoir le partager comme ça, sans filtre, en disant ouais, j'ai fait ça, je crois que j'ai un peu merdé, t'en penses quoi? Ou toi, t'aurais fait comment? Et c'est hyper riche parce qu'il y a une connivence, en fait. Moi, je suis dans des petits groupes de DRH. J'ai lâché les grosses organisations où finalement on se retrouvait avec des cabinets qui viennent nous approcher et c'est pas le but. Donc, je fais partie de clubs qui ne regroupent que des DRH. C'est un peu exclusif, j'en conviens, mais c'est ce que moi je vais chercher. Donc voilà, du plaisir à se retrouver et de l'entraide. Aussi parce que les postes de DRH, on tourne, hein. Donc on est comme les autres, on est confronté à des départs d'entreprises plus ou moins voulus. Et donc il faut se régénérer aussi, et on le fait pas mal auprès de nos pairs, entre nous. On arrive à la fin de l'entretien.
J'aurais aimé savoir comment est-ce que vous vous reposez, comment est-ce que vous arrivez à déconnecter un petit peu de votre métier. Et peut-être si vous avez des conseils de lecture ou de podcast à nous apporter. Alors, comment je me ressource ? Je me ressource... Moi, j'ai besoin de plein air. Voilà, donc, la nature est pour moi importante. J'ai la chance d'habiter près d'une forêt. Donc, j'y vais à pied, seule, avec le chien. Et puis, mon environnement proche. Les amis, la famille... ils me confrontent beaucoup. Je parle quasiment pas boulot. Quasiment pas. J'en parle vraiment que quand c'est quelque chose qui a été vraiment difficile. Et sinon, j'en parle pas parce que c'est pas le lieu pour moi, c'est pas le moment. Et puis le sport. Alors, je suis une férue de sport. Quand j'en fais pas assez, ça se ressent dans la semaine. J'ai besoin d'aller extérioriser et décharger, comme on dit. Des conseils de lecture ou de podcast, en fait, je suis très mauvaise élève. Je lis quasiment pas de revues pro, enfin de revues ou de bouquins pro. En fait, ça me barbe. Moi, si je lis, c'est parce que j'ai envie de partir, évacuer. Et donc, je vais lire des romans, je vais lire... voilà. Un beau roman, ça nous va. Hein. Et j'ai lu La Tresse récemment. L'histoire de 3 femmes. Ouais, très belle histoire de femmes. Histoire. Que j'ai prêté à mon compagnon. C'est une histoire de femme, mais je suis sûre que ça va te plaire aussi. Et donc voilà, je suis très mauvaise. Et les podcasts, ouais, j'écoute les vôtres, Talent précieux. Et là, c'est un vrai plaisir, vraiment. C'est pas par flagornerie, vous l'avez compris, c'est pas trop dans mon personnage, mais ça m'a beaucoup plu. Et j'en ai encore plein à écouter. Ouais. Puis il y en aura d'autres. On continue. On arrive vraiment à la fin. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? De me faire toujours autant plaisir dans mon job. Tout simplement. Parfait, on vous le souhaite. Merci beaucoup, merci. J'espère que vous avez apprécié ce podcast autant que nous avons aimé le préparer et l'enregistrer. Vous retrouverez les notes et les références citées lors de cet épisode sur notre site humanlx.com, humanlx.com. Vous avez des invités à nous suggérer ? Mettez-nous en relation, nous adorons mener ces conversations sur la réussite. Talent précieux est produit par Human Learning Expedition, cabinet de conseil comportemental qui facilite les réussites des organisations en libérant 4 types de comportements gagnants. Une curiosité pragmatique, une agilité dans la durée, une audace mesurée, une collaboration inclusive. Pour en savoir plus sur HLX, connectez-vous sur HumanLX ou suivez-nous sur Facebook, Instagram, sur LinkedIn ou sur Twitter. Merci pour votre écoute et à bientôt.